La parole. Merci Madame la Présidente. Donc j'espère ne pas oublier trop de points dans ceux qui ont été soulevés et qui sont extrêmement nombreux. Je répondrai, j'espère, à peu près dans l'ordre des interventions. Madame Ségolène Neuville, vous m'avez interrogé sur plusieurs sujets, en particulier sur la question de la simplification du travail des agences et d'une meilleure identification des agences sanitaires. Je veux dire, j'ai eu l'occasion de préciser déjà qu'il me paraissait préoccupant que les agences sanitaires aient des rôles qui soient mal identifiés, non seulement de la population, mais y compris des professionnels de santé. Entre la Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en particulier, l'INPS a un rôle mieux identifié, même si l'agence est moins connue sur le devant de la scène, mais elle a un rôle mieux identifié, et l'INVS. Donc il y a parfois des regroupements, des recoupements et des missions qui sont insuffisamment portées. L'un des axes du travail qui est engagé à la suite des deux rapports que j'ai évoqués tout à l'heure et dans la perspective de la loi stratégie nationale de santé, c'est précisément d'avoir des agences pivots qui, pour des missions données, on est une agence référence, qui n'exclurait pas nécessairement que d'autres puissent être amenés à intervenir, mais qu'on est une agence référente. Et c'est à ce travail que nous sommes en train de nous mener. Pour ce qui est du plan cancer, le plan cancer est une priorité, c'est une priorité présidentielle. Il sera annoncé au début de l'année prochaine, en janvier ou février 2014, par le président de la République lui-même, dans le prolongement ou à partir des travaux menés par Monsieur Vernant. Les priorités de ce plan s'appuieront sur les priorités identifiées dans le rapport de Monsieur Vernant. Je ne vais pas les reprendre. Il y a priorité en matière de recherche, priorité en matière de structuration du parcours de soins, et ça, cela rejoint la politique de santé de façon plus générale que je porte avec la stratégie nationale de santé, qui veut mieux prendre en compte les malades atteints de pathologies chroniques. Or, de plus en plus, les malades du cancer sont des malades atteints de pathologies chroniques, puisqu'il y a des cancers dont on mourrait et avec lesquels on doit maintenant apprendre à vivre, qui, dans la durée, ce qui est évidemment un progrès majeur, mais appelle à l'inverse à un autre type de suivi et d'accompagnement. Et de ce point de vue, l'un des axes majeurs du nouveau plan cancer sera celui de la vie pendant et après le cancer, comment avoir une vie professionnelle, une vie sociale, des relations avec des organismes comme les organismes bancaires pendant qu'on est malade et après, une fois que l'on n'a plus la maladie, mais que l'on a un dossier médical qui fait apparaître cette maladie, ce sera pour nous une priorité. Vous m'avez également interpellé sur la prise en charge des violences faites aux femmes, ou plus exactement sur la formation des professionnels de santé. Je veux vous dire que la Haute Autorité de Santé a travaillé sur des recommandations en direction des professionnels pour la prise en charge des femmes victimes de violences, parce que il y a la formation initiale, mais il y a aussi la sensibilisation des actuels professionnels. On sait que les femmes victimes de violences, puisqu'elles le disent, seraient disposées à évoquer ces questions-là avec leurs médecins, et en particulier leurs médecins traitants, mais elles ont des difficultés à faire le premier pas, et donc il faut sensibiliser les professionnels pour les amener à interroger leurs patientes lorsqu'ils peuvent évidemment se poser des questions. Le ministère de la Santé s'investit par ailleurs dans la préparation du plan qui est préparé par Najat Vallaud-Belkacem sur cette question plus spécifiquement, et nous travaillons avec Madame Fioraso à voir comment nous pourrions inscrire cela dans la formation initiale des professionnels de santé, puisque à partir du moment où nous parlons formation professionnelle, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui est directement concerné. Enfin, vous avez évoqué une question difficile, je vous le dis franchement, qui est celle de la contraception, de la délivrance sans ordonnance de certains types de contraception et de certains types de pilules. Une pilule, même si elle est progestative microdosée, reste un médicament.
Et c'est toujours un médicament. Et donc, moi, je suis tout à fait disposée à que des réflexions et des échanges puissent avoir lieu. Mais je veux vous dire quand même que le cadre général de la politique qui est menée, c'est qu'à partir du moment où nous sommes face à des médicaments, nous devons être extrêmement attentifs aux conditions de la délivrance, ce qui n'exclut pas des réflexions et d'éventuelles évolutions. Mais on ne peut pas, évidemment, écarter l'idée d'un suivi médical adapté à la délivrance de pilules, quelle que soit la pilule. Ensuite, et là, je ne répondrai pas nécessairement dans l'ordre des intervenants, mais M. Thian est intervenu, comme d'habitude, sur l'aide médicale d'État. Il a suscité, son intervention a suscité des réactions. Et au fond, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Christophe Sirugue, qui a dit ce qu'il y avait à dire quand même. Je ne veux pas, moi, ici, relancer un débat par nécessité, en tout cas par nécessité pour vous, animé. Enfin, je veux quand même vous dire deux choses. La première, c'est que il n'y a pas les personnes qui sont en situation, qui sont bénéficiaires potentiels ou éligibles à l'aide médicale d'État, sont à comparer pour ce qui est des engagements financiers qui leur sont demandés ou pas demandés aux bénéficiaires de la CMU-C, de la CMU et de la CMU-C. Et pour ces bénéficiaires de la CMU et de la CMU-C, il n'y a pas de franchise. Oui, non, mais vous le savez peut-être, M. Goasguen, mais M. Thian disait il y a 50 € qui restent à la charge des Français. Si vous êtes à la CMU, vous n'avez pas, d'abord, ça n'est pas une moyenne, 50 €, mais vous n'avez pas ces franchises. Donc, il n'y a pas un traitement à part pour l'aide médicale d'État. Le traitement de l'aide médicale d'État est, de ce point de vue-là, aligné sur celui de la CMU-C, même si, je réponds par anticipation à M. Roumégas, nous ne souhaitons pas la fusion des deux dispositifs, CMU, CMU-C et aide médicale d'État, parce que nous voulons pouvoir identifier, ce ne sont pas les mêmes populations, nous voulons pouvoir identifier l'évolution des dépenses. La deuxième chose, moi je ne reviens pas sur la PMA, sur la chirurgie esthétique, sur les cures thermales, là on est dans le fantasme. Alors le fantasme peut avoir des vertus, y compris en politique, mais là, franchement, voilà, je vous renvoie à vos fantasmes. Et si vous voulez fantasmer sur les filières de Chinois, de Chinoises qui viennent se faire de la chirurgie esthétique avant d'aller se faire de la PMA, mais au-delà de la plaisanterie, franchement, c'est un peu insultant. C'est un peu insultant, et je vais vous dire pourquoi c'est insultant. Je ne parle pas des cures thermales et je ne parle pas de la chirurgie esthétique, même si là, vraiment, bon, pour la PMA, c'est insultant, y compris pour les femmes qui rentrent dans ces procédures-là. Parce qu'on sait que ce sont des processus très longs, très difficiles, très douloureux sur le plan psychologique. Et donc, ce que vous êtes en train de leur dire, c'est mais vous, mesdames, regardez, il y a des étrangères qui viennent se faire de la PMA, alors que vous, on vous demande d'attendre pendant 1 an et demi, 2 ans, compte tenu des files d'attente qui existent dans notre pays. C'est faux. Les files d'attente, elles existent, enfin le temps est long pour pouvoir bénéficier d'une PMA, mais ce n'est pas à cause de l'AME. Moi, je le dis. C'est pas à cause de femmes qui viendraient de l'étranger pour se faire de la PMA. Et donc là, il y a quelque chose que je ne peux pas vous laisser dire. Puisque nous en sommes à l'aide médicale d'État, je voudrais répondre à l'interpellation de Claude Goasguen sur la nécessité d'un contrôle. Au fond, vous dites, Monsieur Goasguen, le contrôle de la sécurité sociale, c'est pas sérieux, c'est pas fiable. Et il faut mettre un contrôle en place, un contrôle d'État. Bon, honnêtement, beaucoup de prestations sociales qui sont financées par l'État sont d'ores et déjà gérées par des caisses de sécurité sociale, je pense, ou par d'autres organismes. Je veux dire, le RSA par les CAF, l'AME donc par les CPAM, et donc. Non mais, je veux dire, c'est déjà un cas. Le droit commun veut que des prestations d'État soient contrôlées, gérées, délivrées par des organismes autres que ceux de l'État. Et donc, on est là dans quelque chose de tout à fait normal. Dans les relations financières qui existent entre l'État et la sécurité sociale, il y a évidemment des contrôles.
et la direction de la sécurité sociale. La direction de la sécurité sociale suit évidemment de très près ce que font les caisses primaires ou ce que fait la sécurité sociale. Et donc, nous avons là, c'est un travail de la direction de la sécurité sociale que de suivre de façon rapprochée l'ensemble des prestations qui sont financées par l'État. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà indiqué, sur le fait que les contrôles de l'aide médicale d'État par les CPAM, dans le cadre des délégations qui leur sont données, font l'objet de la même attention que les autres prestations sociales. Encore une fois, nous n'avons aucune raison d'accepter le principe des fraudes. S'il y a tout à fait une intention, puisque vous murmurez à mon oreille qu'il n'y a aucune intention, il y a tout à fait une intention et d'ailleurs, nous avons l'année dernière engrangé des résultats tout à fait satisfaisants dans la lutte contre la fraude qui se poursuit. Monsieur Taou Haïtou, je veux indiquer que notre système de soins est complexe. La stratégie nationale de santé qui se met en place, et qui ne relève pas de ce budget-là, qui relèvera du budget de la sécurité sociale, a des priorités extrêmement claires et affichées, que j'ai eu l'occasion de réaffirmer lors de la présentation du budget de la sécurité sociale, de la présentation de la stratégie nationale de santé, et les objectifs ne sont pas du tout purement comptables. Je ne vais pas les reprendre dans la longueur, mais les priorités qui sont affirmées, c'est le renforcement des soins de premier recours, la mise en place d'équipes pluridisciplinaires et le soutien aux coopérations entre les différents professionnels de santé, médecins, mais aussi professions paramédicales et l'ensemble des professions médicales. C'est la volonté de mettre en avant des priorités de prévention avec des objectifs chiffrés, dont j'ai indiqué que ces objectifs chiffrés viendraient en 2014, mais avec des priorités, j'ai indiqué les 5 premières priorités qui étaient affichées. Je n'y reviens pas, la santé des enfants, les addictions, la santé mentale, le cancer, en particulier. Donc, il y a là des objectifs qui sont tout à fait identifiés. Mais pour l'essentiel, cette politique relève du budget de la sécurité sociale. C'est une observation. Je prends appui sur votre intervention pour faire remarquer que quand Madame la présidente de la Commission des affaires sociales a indiqué que la question, à Monsieur Reitzer, que la question des frontaliers, à laquelle je répondrai néanmoins tout à l'heure, mais ne relevait pas de la santé, elle ne voulait pas dire que c'était pas de ma compétence, elle voulait simplement dire que ça n'est pas du budget que nous examinons aujourd'hui. Ça relève et d'ailleurs c'est pour cela que vous m'avez interpellé dans le cadre du débat sur le financement de la sécurité sociale, parce que je suis obligée de redire des choses qui sont sans doute évidentes, mais qui ne semblent pas l'être pour tout le monde. C'est qu'il y a un budget de la sécurité sociale, il y a un budget santé qui est très petit par rapport au financement de la sécurité, de l'assurance maladie, de l'assurance maladie obligatoire. Hein. Nous parlons d'un budget 1,3 milliard, 175 milliards dans l'autre cas, et avec évidemment des enjeux de lisibilité, moi je ne l'ai jamais caché, et notamment pour ce qui est de la prévention. Mais je répondrai quand même à votre question dans un instant. Et j'en viens donc à l'interpellation de M. Rouméga sur la prévention. C'est un des sujets sur lesquels, et vous avez été plusieurs à aborder ce point, en disant, au fond, vous dites, la prévention, c'est une priorité, et est-ce que vraiment, dans le budget que vous nous présentez, on trouve des traces de cette priorité? La prévention, elle est financée aussi sur le budget de la sécurité sociale. C'est-à-dire que la prévention, elle n'est pas financée uniquement ici. Dans le budget de la sécurité sociale, vous la trouvez sous 2 formes, la prévention. D'abord, sous une forme clairement identifiée, qui est le Fonds d'intervention régional, le FIR, qui est en augmentation de 2,4% en 2014 par rapport à 2013. Nous avons eu l'occasion d'en débattre dans le cadre de la discussion du PLFSS. C'est une priorité qui est pour moi tellement importante que j'ai souhaité qu'elle soit clairement identifiée, puisqu'il y a maintenant un sous-ONDAM qui est sous-ONDAM Fonds d'intervention régional. Donc on n'a pas la dissémination, le FIR qui apparaît comme une ligne à côté, il y a vraiment un fonds qui est et qui apparaît donc comme les lignes à regarder. Alors quels sont les relais? Les agences régionales de santé
contractualise. C'est ce que vous avez d'ailleurs dit, Monsieur Martin Lalande. Elle contractualise, soit avec des associations, ou avec des professionnels de santé, avec des réseaux, mais avec des associations aussi. Et elles mettent en place des actions qui correspondent à leur territoire. Dans la stratégie nationale de santé, cette idée-là, elle est clairement identifiée et portée. C'est-à-dire que il y a des engagements nationaux, mais il doit y avoir la possibilité non seulement de déclinaison régionale de ces engagements, mais d'actions spécifiques. Alors là, je fais un crochet pour répondre sur l'ORDAM, puisque au fond, on est exactement dans cette problématique-là. Moi, je ne suis pas favorable. Je l'ai dit, on aura l'occasion de débats plus longs lorsque votre proposition de loi viendra en discussion. Moi, je suis réservée sur l'ORDAM, et j'ai eu l'occasion de dire ici même, je crois, que j'avais évolué sur ce point, puisque au départ, j'avais plutôt un préjugé favorable, justement à cause de ce que vous indiquez, c'est-à-dire au fond, est-ce que l'ORDAM, c'est pas la possibilité donnée de mieux prendre en compte les situations locales? Mais la préoccupation qui est la mienne, c'est que nous avons des régions qui sont des régions avec des enjeux sanitaires extrêmement différents. Je ne parlerai pas de la région centre, même si elle a des points parfaitement identifiés en termes d'enjeux sanitaires, mais on voit bien que, par exemple, la région Nord-Pas-de-Calais, qui a des indicateurs très, préoccupants en matière de santé publique, ne peut pas se voir appliquer des comparaisons avec des régions qui ont moins de difficultés. Et que le risque de l'ORDAM, ce serait de faire comme si des niveaux de dépenses, différents, pouvaient être comparés indépendamment des enjeux de santé publique. Et ça, moi, je ne le veux pas. C'est-à-dire que si on dit il y a tant pour telle région et 2 fois la somme ou 1 fois et demie la somme dans une autre région, on va dire il faut que cette deuxième région fasse des économies. Mais si ces problèmes en termes de santé publique, d'obésité, de cancer sont plus importants, il est normal qu'il y ait davantage d'argent qui soit attribué. Donc c'est pour ça que moi je tiens au cadre national. Alors j'en reviens aux interpellations de Monsieur Roumégas. La prévention dans le cadre du PLFSS, c'est le FIR. C'est d'autre part tout ce qui relève des remboursements par l'assurance maladie du soin. Par exemple, enfin du soin, de consultations médicales qui s'inscrivent dans des logiques de prévention. Par exemple, le diabète. Vous avez évidemment une grande partie des dépenses de l'assurance maladie liées au diabète qui sont en réalité de la prévention, c'est-à-dire de la prévention des pathologies annexes que peut développer le patient qui est atteint de diabète. Vous m'avez interrogé, Monsieur Roumégas, sur le planning familial. La subvention du planning ou le financement du planning familial apparaît dans le programme pluriannuel d'action qui est intitulé Contraception, sexualité, vulnérabilité, qui est donc confié au mouvement et qui représente 140 000 € par an. Le budget du planning est par ailleurs inclus, il y a un budget qui est dans la ligne santé de la mère et de l'enfant, avec une augmentation de 105 000 € entre 2013 et 2014. Madame la présidente de la commission des affaires sociales, Madame la députée Catherine Lemorton, vous avez évoqué ces enjeux très difficiles et très importants de la dictologie en vous demandant s'il n'y avait pas moyen de financer de façon pérenne les actions des XAPA et des CARUD en particulier. Je veux dire qu'ils sont financés sur une ligne du PLFSS, une ligne qui est intitulée ONDAM spécifique et qui relève du 6e sous-objectif de l'ONDAM. Ce sont des financements pérennes. Et ces moyens sont donc tout à fait sécurisés et identifiés, mais pas sur le budget État, sur le budget PLFSS. Par ailleurs, nous avons, conformément à votre souhait, mis les moyens en
2013 et continueront en 2014 pour sécuriser le circuit du médicament dans ces structures-là, spécifiquement, pas de façon générale, mais dans ces structures. Je prends appui sur votre intervention pour dire que, parce que la question a été posée, que les salles à consommation réduite font partie des engagements, l'expérimentation de telles salles font partie et font toujours partie des engagements du gouvernement. Un processus a été engagé pour sécuriser juridiquement le dispositif que nous voulons mettre en place, mais il sera mis en place. Monsieur Morel-L'Huissier, donc vous m'avez interrogé plus sur la Lozère, pour être honnête, que sur le budget que nous évoquons aujourd'hui. L'accès aux soins urgents en moins de 30 minutes relève du PLFSS, mais je tiens à dire qu'il se met en place, puisque nous ferons en sorte que l'objectif soit atteint en 2015 comme c'était prévu, à travers la mise en place d'ores et déjà de transports héliportés, de déploiement de médecins correspondants du SAMU ou de réorganisation du maillage des services d'urgence selon les territoires concernés. Donc cela est tout à fait une priorité. Vous évoquez la question d'établissement de votre département. Au-delà de votre département, les établissements qui sont en territoire isolé, vous le savez, à partir de 2014, pourront faire l'objet d'un financement spécifique, puisque j'ai fait évoluer la tarification des établissements de santé dans le cadre du PLFSS pour que soit prise en compte l'inscription géographique de certains de ces établissements et qu'ils ne soient pas pénalisés par le faible volume d'activités qu'ils peuvent être amenés de ce fait à réaliser. Les hôpitaux locaux et les hôpitaux de la Lozère font aujourd'hui l'objet d'un examen tout à fait attentif, dont nous pouvons avoir l'occasion de reparler si vous le souhaitez. Mais effectivement, des décisions sont à prendre et elles seront prises. Monsieur Decool, sur la clé USB, ça n'est pas le choix qui est le mien. Voilà, je crois l'avoir dit. Je souhaite que nous engagions le dossier médical personnalisé dans une nouvelle étape, ce que j'ai appelé le DMP deuxième génération, qui doit être concentré sur les personnes âgées et les patients porteurs de maladies chroniques, parce que ce sont eux qui sont, par définition, amenés à consulter le plus régulièrement des professionnels de santé à la fois libéraux et dans des établissements, soit établissements hospitaliers, soit établissements médico-sociaux. Et nous avons relancé un programme qui doit nous permettre d'aboutir à un système intégré, mais pas par voie de clé USB. Il nous semble nécessaire qu'il puisse y avoir un lieu d'accès pour l'ensemble des professionnels aux informations concernant leurs patients, dès lors que le patient en a donné l'accord. Martine Carillon, couvreur, a insisté sur la maladie d'Alzheimer, enfin les maladies neurodégénératives, parce qu'il y a aussi la maladie de Parkinson et d'autres de façon générale. Et Madame la députée, vous avez tout à fait raison d'insister sur ces pathologies dont l'importance augmente, enfin la prévalence augmente, ce qui suppose à la fois une meilleure prise en charge, une meilleure détection, une meilleure prise en charge et un accompagnement des aidants. Vous savez que nous sommes aujourd'hui en cours d'élaboration d'un nouveau plan qui portera sur l'ensemble des maladies neurodégénératives et pas simplement sur la maladie d'Alzheimer. Ce plan sera présenté à la fin du premier trimestre de l'année 2014. En tout cas, les travaux en cours se sont fixés cet objectif-là. Et l'accompagnement des aidants fait partie des priorités qui ont été fixées à l'élaboration de ce plan, parce que nous savons que cette question est de plus en plus importante. Les aidants, pour ce qui est de leur prise en charge, de leur soutien, du soutien qui peut leur être apporté, aidant des personnes malades de maladies neurodégénératives, mais aidant de façon plus générale de personnes d'ailleurs malades ou de personnes âgées ayant perdu leur
autonomie. Fanelli Carré-Comte, vous avez insisté sur le point tout à fait important de la prise en charge du VIH et de l'engagement de l'État pour prévenir, soigner cette maladie. Même si ça ne relève pas du financement, alors pour le coup, ni du budget santé, ni du budget PLFSS, je voudrais rappeler l'engagement de la France au niveau international avec, dans un contexte contraint, la stabilisation de son engagement au fonds, enfin pluriannuel, de son engagement pluriannuel au fonds mondial, qui pour le sida, enfin notamment pour le sida, il n'y a pas uniquement le sida, mais ça a été réaffirmé par le président de la République lui-même encore il y a quelques jours. Au niveau national, nous menons un ensemble de mesures coordonnées sur le territoire. En 2013, j'ai mis en place des semaines de dépistage renforcées, enfin davantage de semaines de dépistage en région, qui ont pu avoir lieu dans des régions dans lesquelles nous observons des difficultés particulières. Par ailleurs, nous avons mis en place, et nous allons continuer de le faire, une communication ciblée en direction de populations qui sont plus à risque que d'autres, en particulier les femmes migrantes et les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Vous savez que c'est un changement de politique important qui s'est fait en soutien des associations et avec le soutien dans les deux sens des associations, puisque longtemps on a considéré que les politiques de dépistage et les politiques de prévention devaient ne pas cibler des populations par crainte de les stigmatiser. Or, aujourd'hui, nous savons que si nous concentrons le dépistage sur certaines populations, nous atteignons des résultats tout à fait intéressants et importants. Par ailleurs, l'année 2014 sera celle de la mise en place des autotests, puisque j'ai donné le feu vert à la demande des autorisations nécessaires pour ces autotests qui permettront à une population limitée mais bien identifiée de pouvoir pratiquer des tests, puisque ce sont des populations qui ne souhaitent pas se rendre dans des centres de dépistage, des lieux de dépistage ou des hôpitaux. Et donc je tiens à marquer que le gouvernement, mon ministère, maintient un effort soutenu face à ce problème de santé publique. Madame L'Huillier, oui, Madame la députée Joëlle L'Huillier. Alors, pour ce qui est de la présentation des coûts globaux, c'est vrai que c'est une question récurrente et qui facilite des coûts globaux de prévention, qui évidemment permettrait une présentation et une perception mieux identifiée de ces questions. Néanmoins, un rapport de la Cour des comptes sur la prévention a montré la difficulté qu'il y a à avoir une telle présentation des dépenses. Et donc, en tout cas, je veux vous assurer de ma volonté, disons, d'une plus grande transparence et de permettre une analyse plus facilitée des dépenses à la fois d'assurance maladie et de l'État en matière de prévention. C'est ainsi, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est ainsi que j'ai souhaité que soient bien identifiées les dépenses du fonds d'intervention régional à travers un sous-Ondam spécifique. Ça participe de cette clarification qui me paraît nécessaire parce que, et les débats de ce matin montrent d'ailleurs qu'il y a des interrogations sur la répartition entre le PLFSS, disons l'assurance maladie et le budget de l'État. Monsieur Christian Paul, vous m'avez interrogé sur les dépenses de formation médicale, mais je lui réponds quand même, puisque on peut effectivement s'interroger sur l'augmentation des dépenses de formation médicale. Je veux dire que cette augmentation des dépenses correspond à l'augmentation du nombre de stages ambulatoires et permet aussi à la prise en charge, à l'accompagnement des stages ambulatoires des étudiants, puisque nous avons fait en sorte de faciliter ces stages et la prise en charge des dépenses qui sont engagées par les étudiants à l'occasion de ces stages. Pour ce qui est, vous m'avez interrogé sur le CHU de Pointe-à-Pitre, Madame
Louis Carabin. Effectivement, donc là, ça ne dépend vraiment pas de ce budget. Mais alors vraiment pas du tout de ce budget, ça dépend du budget de la sécurité sociale, comme tout ce qui concerne les établissements de santé. La reconstruction du CHU pour mise aux normes parasismiques est une priorité parfaitement identifiée par mon ministère, à tel point que le projet est très avancé. Nous pensons pouvoir le soumettre au comité qui porte un avis sur les projets d'investissement avant la fin de l'année. Et je veux vous dire que le retour à l'équilibre de ce centre hospitalier est toujours un objectif prioritaire parce que les deux projets doivent être menés parallèlement. Par ailleurs, pour ce qui est de la santé outre-mer, vous avez raison de souligner qu'il y a des enjeux de santé publique qui sont spécifiques à l'outre-mer, puisque nous constatons, nous avons des préoccupations à la fois pour le taux d'obésité, à quoi avait répondu d'ailleurs une proposition de loi qui a été votée sur le taux de sucre dans les produits alimentaires. Nous avons des questions particulières pour ce qui est du suivi de la contraception, par exemple, et des interruptions volontaires de grossesse, et puis il y a des maladies plus spécifiques. On a évoqué le chikungunya ou la dengue, qui donc doivent évidemment être accompagnées, puisque M. Le Breton a évoqué l'engagement de l'État très fort sur ces questions-là. Donc il y aura, dans le cadre de la politique de santé publique et de la déclinaison des plans de santé publique, il y aura des objectifs qui seront là aussi chiffrés pour l'outre-mer. Alors, de manière plus particulière, pour la chlordécone, c'est Madame Vainqueur-Christophe qui m'a interrogée. Il y a un nouveau plan en préparation pour l'année 2014. Des actions ont été menées que vous avez évoquées et qui sont bien connues, mais nous voulons aller plus loin et poursuivre pour 2014. Monsieur Le Breton, je vous remercie d'avoir souligné l'effort du gouvernement pour ce qui est de la dengue. L'objectif, c'est pas un objectif, disons, comment dire, autre que celui de santé publique. On ne peut pas rester les bras ballants face à la situation qui existe. Je veux vous rappeler que le budget de l'Agence régionale de santé comprend déjà des crédits pour la lutte antivectorielle qui sont clairement identifiés. Vous savez, j'ai décidé il y a quelques mois l'envoi d'une réserve sanitaire en Guyane qui a permis une mission qui a été très appréciée localement, me dit-on, par les professionnels de santé et par le centre hospitalier, qui a permis un soutien en matière d'offre de soins, c'est-à-dire qu'il a soulagé les équipes, cette mission a soulagé les équipes de soins existantes, leur permettant de se concentrer sur leurs activités classiques, si j'ose dire, hors prise en charge de l'épidémie de dengue, puisqu'on était confronté à une épidémie tout à fait exceptionnelle. Pour ce qui est par ailleurs de la lutte anti-vectorielle, des fonds seront débloqués en 2014, un peu moins d'1 million d'euros, pour structurer le dispositif de la lutte, accroître la surveillance en renforçant les moyens en entomologie, consolider le système d'alerte et participer au financement du Centre national d'expertise sur les vecteurs qui est par ailleurs financé par l'ANSES. Donc c'est bien pour nous une priorité. Enfin, Gérard Sebaoun. Alors, pour ce qui est de l'impact sanitaire des nuisances aéroportuaires, oui, dans le cadre de la priorité donnée à la santé environnement, qui fait d'ailleurs l'objet d'une augmentation, Monsieur Roumégas, en 2014, les actions de santé environnement sont en augmentation. La subvention, le financement à hauteur de 200 000 euros de l'étude que vous avez évoquée, l'étude Esteban, sont bien prévues. La question du saturnisme est parfaitement identifiée dans les plans de santé publique que nous avons à mener. Il y a des territoires dans lesquels le saturnisme est davantage présent que dans d'autres, et donc
Je pense par exemple à l'Agence régionale de santé Île-de-France qui, à l'évidence, doit porter des actions plus fortes, mais vous le savez parfaitement puisque vous êtes directement sur le terrain confronté à ces situations. J'entends par ailleurs, enfin, votre observation récurrente, avez-vous dit, sur la niche reconversion des débits de boissons. Je pense qu'effectivement, on pourrait réfléchir à cela. Bon, même si les sommes ne sont pas énormes, mais enfin, c'est vrai qu'on pourrait y réfléchir. Pour ce qui est du droit d'option des frontaliers, donc qui ne relève pas de ce budget, je veux dire que le décret sera pris en temps et en heure, c'est-à-dire avant la mi-2014, puisque le dispositif... même s'il prévoit une transition pour ce qui est de l'implication financière pour les personnes concernées, puisque moi je veux rappeler que la montée en charge se fera progressivement, et d'autre part je veux rappeler ce qui pour moi est tout à fait essentiel, que les personnes qui aujourd'hui font l'objet de soins en Suisse pourront continuer à bénéficier de ces soins. Donc il n'est en aucun cas question, j'insiste sur ce point, parce que ça serait angoissant pour les malades, de se dire j'ai entamé un traitement et on va me demander, même si personne ne met en cause, et certainement pas vous, la qualité des soins prodigués en France, on me demande de venir interrompre mon traitement pour le poursuivre en France. Or, on sait bien que quand on est malade de façon lourde, l'attachement à une équipe médicale est important, le suivi, la connaissance du malade, tout ça, ça compte. Donc, rien de cela ne sera remis en cause. Pour les pathologies lourdes, le maintien, la continuité des soins va prévaloir. Pour ce qui est de l'adaptation des règles pour les foyers fiscaux, elle tiendra compte des actifs. Enfin, si on a un couple avec, disons, deux situations différentes, évidemment, il en sera tenu compte. Et je vous renvoie au rapport IGAS-IGF qui a prévu de manière extrêmement détaillée l'ensemble des questions techniques, mais techniques à implication concrète pour les frontaliers qui doivent faire l'objet de réponses et éventuellement d'adaptation. Donc tous ces points-là sont à la fois identifiés et seront pris en compte. Enfin, Monsieur Robillard, vous avez attiré mon attention sur les enjeux liés à la santé mentale. Je profite de cette occasion pour vous remercier à nouveau du travail que vous avez mené dans le cadre de la proposition de loi qui a été présenté et qui permettait l'adaptation et l'évolution de la loi de 2011 de manière limitée mais significative pour bien montrer que la santé mentale est une priorité et que les personnes qui sont confrontées à ces maladies et qui font, alors, en l'occurrence dans le cadre de la PPL, l'objet d'hospitalisation sous contrainte doivent être traitées comme des patients et des malades. Nous devons aller au-delà et dans le cadre des priorités de santé publique figure la santé mentale et je sais que nous aurons l'occasion de continuer à travailler sur ces questions-là. Et je vous en remercie. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette politique de santé.